Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre ces actualités. À Kinshasa, le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, a officiellement pris ses fonctions dans un contexte sécuritaire préoccupant en RDC. Face aux violences persistantes dans l'est du pays, il appelle à privilégier le dialogue et l'engagement régional, estimant qu'aucune solution militaire ne peut à elle seule ramener une paix durable. Reportage. Je suis honoré d'arriver en République démocratique du Congo pour assumer mes fonctions de représentant spécial. Arrivé à Kinshasa pour prendre officiellement ses fonctions, James Swan, nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a lancé un appel fort en faveur du dialogue face à la persistance de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Accueilli à l'aéroport international d'Indjili, le chef de la MONUSCO a exprimé la solidarité des Nations Unies avec les peuples congolais tout en reconnaissant la gravité de la situation humanitaire et sécuritaire. Il a souligné que les violences continues dans l'est de la République démocratique du Congo affectent principalement les populations civiles qui en payent le plus lourd tribut. Dans sa première déclaration, James Swan a insisté sur les priorités de son mandat, notamment la mise en œuvre effective du mandat onusien, avec un accent particulier sur la protection des civils. Il a également évoqué la nécessité d'appuyer les initiatives de désescalade et de créer les conditions d'une paix durable. Face à la complexité de la crise, le diplomate a martelé qu'aucune solution strictement militaire ne saurait suffire. Il a ainsi appelé à privilégier le dialogue, à renforcer l'engagement des acteurs régionaux et à respecter les accords déjà conclus pour stabiliser la situation. Fort de son expérience passée en RDC, James Swan a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales et les communautés locales. Il s'est engagé à accompagner les efforts visant à apaiser les tensions et à favoriser un climat propice à la paix. Alors que l'est du pays demeure en proie à des violences récurrentes et à une crise humanitaire préoccupante, la prise de fonction de James Swan à la tête de la MONUSCO intervient à un moment crucial. Son mandat s'annonce déterminant pour soutenir les efforts de stabilisation et contribuer à la recherche d'une paix durable en République démocratique du Congo. Sur le terrain, au sud Kivu, la situation sécuritaire et humanitaire se détériore gravement à Kalehe. Après plus d'une semaine de combats intenses entre le Wazalendo et les troupes de l'F-123, des milliers de civils fuient les violences. Villages sous le feu des armes, population en détresse et plus de 13 000 déplacés déjà recensés. Retour sur cette situation dans cet élément. La situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante dans les hauts plateaux de Kalehe, province du Sud Kivu, où des violents affrontements opposent depuis plus d'une semaine les combattants Wazalendo aux troupes de l'AFC M23. Mardi 7 avril 2026, des nouveaux combats d'une intensité remarquable ont éclaté dès les premières heures de la matinée, plongeant plusieurs villages dans la PR et provoquant des déplacements massifs des populations. Selon des sources locales, les combats se concentrent principalement sur les axes de Katale et les collines Sirplomba-Lumbishi dans les groupements de Bouzi et Ziralo. Les combattants Wazalendo tenteraient de reprendre les positions perdues lors des affrontements survenus les 5 et 6 avril face à des troupes de l'AFCM 23 déterminées à consolider leur emprise dans la zone. Au fil de la journée, l'intensité des affrontements s'est accrue, touchant plusieurs localités du groupement des Ziralo, notamment Kafufula, Katanga, Bunje, Katale, Kaziba, Mpamana et Braza. Les combats auraient été particulièrement violents autour de Tuchunguti, chef-lieu stratégique que les forces de l'AFCM 23 chercheraient à contrôler à tout prix. Sur l'axe Mianda, dans les villages de Boulemboué, la crise humanitaire prend une ampleur alarmante. Plus de 13 000 personnes déplacées y ont été signalées, fuyant les violences en provenance de Bunje, Mpanama, Kusisa, Kirambo, Tuchunguti et Bunyangungu.
La soirée du mardi est restée marquée par des échanges de tirs nourris sur plusieurs fronts, témoignant d'une situation toujours hors des contrôles. D'autres zones ne sont pas épargnées. À Bouchakou, dans le village de Muchacha, des détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué de nouveaux mouvements des populations. À Changé, dans le groupement de Bouzi, un calme précaire règne, mais la tension reste palpable. Les activités y sont totalement paralysées, tandis que le nombre de déplacés continue d'augmenter. Privées des ressources, les familles tant déplacées côtes font face à une situation humanitaire critique. Les circuits d'approvisionnement en denrées alimentaires étant désormais situés dans les zones des combats, la population s'enfonce dans une misère grandissante. Alors que les affrontements se poursuivent, les habitants des hauts plateaux décalés restent suspendus à l'évolution d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier, aggravant chaque jour un peu plus une crise déjà dramatique. À la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics, le président Félix Antoine Tshisekedi affiche ses ambitions faire de la République démocratique du Congo d'ici 2034 une nation intégrée, moderne et compétitive sur le continent. Un cap clair porté par les infrastructures au cœur de son discours ce mercredi 8 avril. Suivez. Le changement climatique nous impose désormais de penser des infrastructures résilientes, capables de supporter des épisodes météorologiques plus extrêmes, des régimes hydrologiques plus instables et une pression accrue sur les sols et les ouvrages. La Banque mondiale appuie d'ailleurs désormais en République démocratique du Congo l'élaboration d'approches multimodales résilientes au climat et de programmes prioritaires d'investissement associés. De la même manière, nous devons mieux valoriser les matériaux locaux, promouvoir la recherche appliquée, encourager les innovations techniques adaptées à nos réalités environnementales et intégrer pleinement les outils numériques dans la conception, le suivi, la maintenance et la gestion de nos infrastructures. Cela suppose en parallèle une évolution résolue vers des normes de construction plus rigoureuses, plus durables et mieux adaptées à notre contexte national. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Notre ambition est de transformer notre position géographique exceptionnelle en avantage stratégique décisif. Situé au cœur du continent, notre pays a vocation à devenir un grand corridor de transit entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, mais aussi entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Cette centralité doit cesser d'être une donnée géographique passive. Elle doit devenir un levier actif de richesse, d'intégration et de puissance économique. C'est dans cette perspective que nous visons la mise en place d'un système de transport intégré, fluide et performant, dans lequel les échanges pourront se déployer sans entrave de Banana à Goma, de Banana à Sakania et au-delà vers les grands espaces économiques régionaux. Cette ambition implique notamment le développement du chemin de fer à écartement standard, la montée en puissance du port en eau profonde de Banana, ainsi que l'interconnexion progressive de nos infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, afin de capter une part croissante des flux de marchandises et de personnes générés par la zone de libre-échange continentale africaine. Nous projetons également de développer un réseau ferroviaire moderne, à écartement standard, capable de relier nos ports fluviaux et maritimes au réseau de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Dans cette vision, le port en eau profonde de Banana, tout comme le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, ne doivent plus être perçus comme de simples projets, mais bien comme les piliers structurants d'une économie de transit dynamique, compétitive et créatrice de valeur pour notre pays.
Mesdames et messieurs les panélistes, chers participants, cette conférence ne doit pas être un exercice de plus. Elle ne doit pas être un forum d'intention. Elle doit être un moment de clarification, de méthode et de décision. J'attends de vos travaux qu'ils débouchent sur des recommandations directement opérationnelles, ainsi que sur une feuille de route claire pour la mise en œuvre de la politique nationale des infrastructures et des travaux publics. J'attends à cet effet des propositions concrètes permettant d'identifier avec précision ce qui doit être engagé à court terme, structuré à moyen terme et porté avec ambition à long terme. Pour réussir ce pari, l'implication de toutes les parties prenantes est indispensable. J'en appelle au secteur privé, national comme international, pour qu'il s'engage davantage dans le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation des infrastructures structurantes dans le cadre de partenariats publics-privés équilibrés, transparents et mutuellement bénéfiques. Réforme du système électoral en République démocratique du Congo. Le député Michak Mandefou a déposé ce mardi à l'Assemblée nationale 2 propositions de loi visant à modifier en profondeur le cadre électoral. Objectif: renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et consolider les processus démocratiques dans les pays. Les détails de ce reportage. Les députés nationaux Mandefou Mwila Michak a présenté ce mardi 7 avril 2026 à l'Assemblée nationale 2 propositions de loi modificatives visant à réformer en profondeur le cadre électoral en République démocratique du Congo. Ces initiatives législatives s'inscrivent dans une volonté de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance électorale et de structurer davantage les processus démocratiques. Déposer 2 propositions de loi. La première concerne la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la Commission électorale indépendante. Nous avons déposé une proposition de loi. La deuxième concerne également la proposition de loi qui modifie la loi électorale sur l'organisation des élections en RDC. Donc c'est ça les 2 propositions. Chacune de ces 2 propositions contient des innovations. Parlant de la loi organique portant organisation et fonctionnement, vous allez voir que nous avons apporté une touche nouvelle tout en proposant bien sûr l'organisation des élections ou soit l'organisation de la CENI doit tenir compte des critères géopolitiques comme c'est exigé dans la Constitution. Nous avions également demandé la suppression de l'Assemblée plénière parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez cette Assemblée plénière, elle est pléthorique et budgétivore. Un membre du bureau, un membre de la plénière en rang d'un vice-ministre. Nous avons organisé les élections ici en 2011. Ils étaient au nombre de 11. Il n'y avait pas d'inconvénient. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 15. Lorsque vous prenez les membres de leur bureau, vous verrez qu'ils sont au-delà de ce qui est prévu. L'élection du président de la CENI, ce n'est pas une exclusivité des confessions religieuses, non. Nous avions lancé la compétition aujourd'hui. Toute personne compétente, habilitée, capable d'apporter une touche technique à cette gymnastique peut postuler. On a donné ce pouvoir à l'Assemblée nationale qui va organiser l'appel à la candidature, les concours, ainsi que l'examen de toutes les personnes qui seront retenues comme candidats président de la CENI. Aujourd'hui, là, toute personne qui se sent capable, il peut postuler. Nous avons également, dans les innovations concernant cette loi, c'est cette question de cumul à plusieurs postes. Voilà aujourd'hui certaines personnes, la caisse, les trésors publics concentrés dans une même famille. Alors, la proposition parmi les innovations, c'est l'interdiction de postuler à plus de 2 niveaux. C'est-à-dire quoi? Tu es candidat député national, tu demeures. Si tu as les ambitions pour être gouverneur, tu dois te préparer. Étant donné que tu avais postulé à une élection, d'autres voies vous sont fermées. C'est parmi également les innovations. Avec la loi électorale, nous avons supprimé les seuils de recevabilité de 60%, ce qui a été parce qu'aujourd'hui ça a posé de plus grands problèmes dans la population. La question des seuils des résultats, on est d'1%. Nous avons innové, nous avions mis 3%. Pourquoi 3%? Parce qu'il faut garantir, il faut encourager des grands ensembles. Aujourd'hui, nous avons des mosaïques
dedans vous verrez que les gens, il n'y a pas une discipline politique. Alors que, vous pouvez prendre de grands partis comme l'IDPS, PALU, CNC et autres, ils sont là aujourd'hui capables de se représenter et d'apporter les vrais élus qui doivent répondre à la discipline de leur parti politique. La question des témoins aujourd'hui, point n'est besoin de revenir là-dessus. Les systèmes d'importation. Nous avons interdit, au travers des innovations, ne peut être témoin que celui qui est inscrit sur la liste de la circonscription électorale, mais également les observateurs nationaux. Ils doivent appartenir à cette circonscription-là, sauf les observateurs internationaux. Cela également va limiter le nombre de dégâts. Les deux propositions de loi seront soumises à l'examen de la plénière de l'Assemblée nationale où elles feront l'objet d'un débat avant leur éventuelle adoption. En cas de recevabilité, elles seront transmises au Sénat pour une seconde lecture, conformément à la procédure législative en vigueur. À travers ces réformes, l'honorable Mandefumuela Meshak ambitionne de doter la République démocratique du Congo d'un système électoral plus transparent, plus équitable et mieux structuré. Réunion stratégique autour de la sécurité numérique en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, a présidé ce mardi une rencontre avec l'ARPTC, les opérateurs télécoms et les services de sécurité pour renforcer le contrôle des cartes SIM. Objectif, lutter contre l'usurpation d'identité et les actes criminels liés à leur utilisation. Éclairage avec le président de l'ARPTC, Christian Katende. Cette criminalité porte sur les SIM utilisés par les criminels pour lesquels il y a des usurpations d'identité. Et face à ces usurpations d'identité, nous nous sommes réunis pour mettre en place des mesures qui devraient réduire significativement tous ces phénomènes malveillants qu'il y a à travers la ville. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a tenu à ce que toutes les entités sécuritaires qui concernent cette matière puissent se mettre ensemble pour réfléchir sur des solutions qui devront très vite être implémentées pour réduire significativement tout ce vandalisme. Très prochainement, peut-être même cette semaine ici ou la semaine prochaine, une commission va se réunir pour traiter de ces mesures que nous devrions prendre. Entre-temps, la RPTC est déjà en discussion avec les opérateurs télécoms sur des mesures qu'il y avait à prendre, où nous avons déjà activé les équipements qui nous permettent d'identifier les abonnés, de constituer une base unique de tous les abonnés sur les 4 réseaux. Et cela va significativement servir à améliorer la réglementation, la connaissance des identités des abonnés. Il y a 63 millions de SIM. Donc ça va concourir de manière significative à l'encadrement de ces différents dérapages visant à les réduire significativement. Ouvira sous le choc après les révélations accablantes du gouvernement. Le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, dénonce des violations graves commises lors de l'occupation du 1-23, évoquant massacres, violences sexuelles et fausses communes. Kinshasa a promis que la justice sera rendue. Suivez ces déclarations faites hier mardi. Mesdames et messieurs de la presse, je vous ai invité ce mardi 7 avril 2026 pour vous présenter le rapport sur la situation des droits de l'homme dans la ville d'Ouvira et environ durant la période de son occupation par les troupes rwandaises et ses supplétifs du M23 AFC, soit durant la période allant du 10 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Durant cette période, la vie quotidienne des populations s'est transformée en une lutte de survie. Les bombardements, les exécutions sommaires, les enlèvements, les violences sexuelles, les pillages ont instauré un climat de terreur généralisé. Les infrastructures sociales ont été détruites, les services publics paralysés et les populations contraintes de fuir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1500 morts, victimes directes des offensives armées et du manque d'accès
aux soins. Plus de 300 000 personnes déplacées, contraintes d'abandonner leur foyer dans la précipitation. Plus de 12 000 enfants affectés et exposés à la déscolarisation, au traumatisme psychique et à la séparation familiale. À cette tragédie humaine s'ajoute une entreprise systématique de pillage et de destruction. Dans cet agenda, il se trouve que plus de 162 camions venant du Rwanda ont été identifiés comme participant à des opérations de spoliation organisée. Les rapports révèlent également la découverte de fosses communes. Plusieurs fosses communes ont été découvertes à Uvira. C'est-à-dire que là, des hommes et des femmes exécutés ont été tués, ont été enterrés, notamment 3 fosses communes à Mai Yamoto, contenant 115 corps. À Goma, des habitants du quartier Bujovu et Nzulo ont répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale en charge de la mobilisation et du recrutement pour la pacification hier mardi. Une adhésion qui témoigne de l'engagement des populations locales en faveur du retour à la stabilité dans la région. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat. La coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification a intensifié ses activités de routine ce mardi 7 avril 2026 au quartier Bujovu, en commune de Karisimbi, et en Zulo, en groupement de Kamuronza, territoire de Massissi. Les messages liés à la paix, sécurité, l'histoire de la RDC, les projets de société du mouvement AFC M23 et sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC étaient au centre de cette activité. Au quartier Bujovu, cette délégation provinciale était conduite par Manzi Ivan Patrick, membre de cette équipe de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation et recrutement et appui à la pacification. Chama yetu ya FC M23 ilikuyaka juu ipatie kila population, kila mwananchi uhuru. Tunakuyaka kila siku kuwaona juu tuyue shida zenye muko nazo. Tunakuta na viongozi hapa wakubwa wa maire de la ville, tutatue ile mashida zote zenye muko nazo et puis tuwapatie message à kila siku. C'était en collaboration avec le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Gillier, qui a invité les habitants à collaborer étroitement avec les services de sécurité. Kuhusu sécurité, nchi yote yenye inaheshimia tout état sérieux qui se respecte, ya kwanza ni kulinda raia na mali yake. La sécurisation des personnes et leurs biens, c'est intérêt national ya nchi. Na ile tunaifanya kama chama cha FM23, yepeke mumeona kwenye Goma imetoka, Goma ya jana na Goma ya leo tofauti iko kabambi si le plan sécuritaire. Ulishi situation à 40 voleurs, ça appartient à l'histoire. Terminons en sport. Après l'euphorie de la qualification historique des Léopards à la Coupe du Monde 2026, place aux turbulences. La Fédération congolaise de football fait face à une vague de contestations des clubs européens qui dénoncent la rétention prolongée de leurs joueurs en sélection. Entre menaces des sanctions, plaintes annoncées et tensions grandissantes, la fête pourrait bien laisser place à une crise aux conséquences lourdes. De précision dans cet élément. Le lendemain de la grandiose fête de la qualification de Léopard à la Coupe du Monde 2026 n'est pas du tout rose pour la République démocratique du Congo, notamment pour la Fédération congolaise de football qui est en passe d'en payer les lourds tributs. Le fait d'avoir retenu plus longtemps les joueurs en sélection pour les commémorations de la victoire face à la Jamaïque n'est pas bien passé aux yeux de clubs dont ces derniers sont sociétaires.
La première plainte contre la FECOFA a été signifiée par Lille, dont le président Olivier Letton s'est plaint de la rétention en sélection des Chancel Mbemba de manière unilatérale. Le club français s'est ainsi réservé les droits d'envisager une action disciplinaire contre le capitaine de Léopard, ainsi qu'une requête contre la Fédération congolaise de football association à la FIFA. Par ailleurs, West Ham, le club londonien dans lequel évolue l'ailier Aaron Wan-Bissaka, s'est montré fair play, étant donné l'autorisation préalable qu'il avait accordée à son joueur malgré les chocs de FA Cup du dimanche dernier face à Leeds. Contrairement aux Hammers, les Catalans de l'Espagnol Barcelone, eux, ne comptent pas s'arrêter là. Le club cher à Charles Piquel envisage des sanctions disciplinaires. Les milieux de terrain congolais qui a ressurgi dans les locaux du club une semaine après la fin de la trêve internationale en cours des sanctions financières avec une possible rétention d'une partie de ses primes pour ses manquements. Quant à Castellón de Brian Tsipenga, c'est la responsabilité de la FECOFA et non du joueur qui sera étudié. Le jeune attaquant congolais a séché au total 4 matchs entre son départ en sélection et les cérémonies qui s'en sont suivies. Ces clubs et bien d'autres vont donc saisir différentes instances et prendre des mesures aussi bien contre leurs joueurs que contre la Fédération congolaise de football association pour corriger ces erreurs et être réhabilités dans leurs droits. Mesdames et messieurs, c'est par ces reportages que nous mettons fin à ce nouveau numéro d'actualité. Merci de l'avoir suivi, merci de liker, commenter, partager ces actualités. Rendez-vous prochaine édition.